père Mersenne, minime de Paris, dont le nom est si célèbre parmi les philosophes de ce temps-là, en fut informé par des lettres d'Italie dès 1644 et il la divulgua par toute la France. M. Petit et Pascal, le père de l'auteur des Provinciales, firent plusieurs expériences en conséquence de celle de Torricelli. Pascal, le fils, fit aussi les siennes et il publia ses expériences, dont un écrit qu'il donna au public en 1647. Personne ne s'avisait d'expliquer encore ces expériences par la pesanteur de l'air. C'est une preuve incontestable qu'on n'a point été jusqu'à cette vérité en cheminant de principe en principe et par voie de spéculation. Les expériences en ont donné fortuitement la connaissance aux philosophes, et même ils avaient si peu imaginé que l'air fût pesant, que pour ainsi dire ils ont manié longtemps la pesanteur de l'air sans la comprendre. La vérité s'est présentée à eux par hasard, et il semble même que ce soit encore par hasard qu'il est reconnu. Nous savons positivement, parce que les témoins oculaires en ont écrit, que M. Pascal n'eut connaissance de l'idée de la pesanteur de l'air, qui était enfin venue à Torricelli à force de manier son expérience, qu'après avoir publié l'écrit dont il a été parlé. Pascal trouva cette explication tout à fait belle, mais comme elle n'était qu'une simple conjecture, il fit plusieurs expériences pour en connaître la vérité ou la fausseté, et l'une de ces tentatives fut la célèbre expérience faite sur le puits de Dôme en 1648. Enfin, Pascal composa les traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air, qui depuis ont été imprimés plusieurs fois. Dans la suite, M. Guéric, bourgmestre de Magdebourg, et M. Boyle trouvèrent la machine pneumatique et d'autres inventèrent ces instruments qui marquent les différents changements que les variations du temps apportent au poids de l'air. Les raréfactions de l'air ont donné encore des vues sur les raréfactions des autres liquides. Qu'on juge par ce récit dont personne ne saurait contester la vérité, si ce sont les doutes éclairés et les spéculations des philosophes qui les ont conduits de principe en principe, du moins jusqu'aux expériences qui ont fait découvrir la pesanteur de l'air. En vérité, la part que le raisonnement peut avoir dans cette découverte ne lui fait pas beaucoup d'honneur. Je ne parlerai pas de quelques inventions inconnues aux anciens et desquelles on connaît les auteurs, comme est celle de tailler le diamant qu'un orfèvre de Bruges trouva sous Louis XI, et avant laquelle on préférait les pierres de couleur au diamant. Aucun d'eux n'était philosophe, même philosophe aristotélicien. On voit donc, par ce que je viens d'exposer, que les connaissances que nous avons dans les sciences naturelles, et que les anciens n'avaient pas, que la vérité qui est dans les raisonnements que nous faisons sur plusieurs questions de physique, et qui n'étaient pas dans ceux qu'ils faisaient sur les mêmes questions, sont dues au hasard et à l'expérience fortuite. Les découvertes qui se sont faites par ce moyen ont été longtemps à germer, pour ainsi dire. Il a fallu qu'une découverte en attendît une autre pour produire tout le fruit qu'elle pouvait donner. Une expérience n'était pas assez concluante sans une autre qui n'a pas été faite que longtemps après la première. Qui n'a été faite que longtemps après la première. Les dernières inventions ont répandu une lumière merveilleuse sur les connaissances qu'on avait déjà. Heureusement, pour notre siècle, il s'est rencontré dans la maturité des temps, et quand le progrès des sciences naturelles était le plus rapide, les lumières résultantes des inventions précédentes, après avoir fait séparément une certaine progression, commencèrent de se combiner il y a 80 ou 100 ans. Nous pouvons dire de notre siècle ce que Quintilien disait du sien. L'Antiquité nous a fourni tant de maîtres, tant d'exemples qu'on ne pouvait, semble-t-il, naître à aucune époque plus favorisée que la nôtre, puisque les âges précédents ont travaillé à son instruction. Par exemple, le corps humain était assez connu du temps d'Hippocrate pour lui donner une notion vague de la circulation du sang, mais il n'était pas encore assez développé pour mettre ce grand homme au fait de la vérité. On voit par ses écrits qu'il a plutôt deviné que comprise et que, loin de pouvoir l'expliquer distinctement à ses contemporains, il ne la concevait pas lui-même bien nettement. Servette, si connu par son impiété et par son supplice, étant venu plusieurs siècles avant Hippocrate, a eu une notion bien plus distincte de la circulation du sang, et il l'a décrite assez clairement dans la préface de la seconde édition du livre, pour lequel Calvin le fit brûler à Genève. Harvey, venu 60 ans après Servette, a pu nous expliquer encore plus distinctement les principales circonstances de la circulation. La plupart des savants de son temps furent persuadés de son opinion, et l'établirent même dans le monde autant qu'une vérité physique. Qui ne tombe pas sous les sens y peut être établi, c'est-à-dire qu'elle y passa pour un sentiment plus probable que l'opinion contraire. La foi du monde pour les raisonnements des philosophes ne saurait aller plus loin, et soit par instinct, soit par principe.
Les hommes mettent toujours une grande différence entre la certitude des vérités naturelles connues par la voie des sens et la certitude de celles qui ne sont connues que par la voie du raisonnement. Ces dernières ne sauraient leur paraître que de simples probabilités. Il faut, pour les convaincre pleinement de ces vérités, en pouvoir mettre du moins quelques circonstances essentielles à portée de leur sens. Ainsi, quoique le plus grand nombre des physiciens et la plus grande portion du monde fussent persuadés en 1687 que la circulation du sang était une chose certaine, néanmoins il y avait encore bien des savants qui entraînaient aussi leur portion du monde, lequel soutenait toujours que la circulation du sang n'était qu'une chimère. Dans l'école de médecine de l'Université de Paris, on soutenait encore des thèses contre la circulation du sang cette année-là. Enfin, les microscopes se sont perfectionnés et l'on en a fait de si bons que par leur secours, on voit le sang couler rapidement par les artères vers les extrémités du corps d'un poisson et revenir plus lentement vers le centre par les veines, et cela aussi distinctement qu'on voit de Lyon, le Rhône et la Saône courir dans leur lit. Personne n'oserait plus écrire aujourd'hui ni soutenir une thèse contre la circulation du sang. Il est vrai que tous ceux qui sont persuadés maintenant de la circulation du sang ne l'ont point vu de leurs propres yeux, mais ils savent que ce n'est plus par des raisonnements qu'on la prouve, et que c'est en la faisant voir qu'on la démontre. Je le répète, les hommes ajoutent foi bien plus fermement à ceux qui leur disent « j'ai vu » qu'à ceux qui leur disent « j'ai conclu ». Or, le dogme de la circulation du sang, par les lumières qu'il a données sur la circulation des autres liqueurs et par les découvertes dont il est cause, a plus contribué qu'aucune autre observation à perfectionner l'anatomie. Il a même perfectionné d'autres sciences, comme la botanique. Peut-on nier que la circulation du sang n'ait ouvert les yeux de Apéro, le médecin, sur la circulation de la sève dans les arbres et dans les plantes? Qu'on juge quelle part peut avoir eu dans l'établissement de ce dogme l'esprit philosophique né depuis 100 ans. La vérité, le dogme, s'il est permis de parler ainsi du mouvement de la Terre autour du Soleil, a eu la même destinée que le dogme de la circulation du sang. Plusieurs philosophes anciens ont connu cette vérité, mais comme ces philosophes n'avaient pas en main pour l'approuver les moyens que nous avons aujourd'hui, il était demeuré indécis. Si Philou, Laos, Aristarque et d'autres astronomes avaient raison de faire tourner la Terre autour du Soleil, ou si Ptolémée et ceux qui l'a suivi avaient raison de faire tourner le Soleil autour de la Terre, il semblait même que le système qu'on appelle communément le système de Ptolémée eût prévalu, lorsque dans le XVIe siècle, Copernic entreprit de soutenir le sentiment de Philolaos, avec des preuves nouvelles qui paraissent l'être tirées des observations. Le monde se partagea de nouveau et Tycho Brahe mit au jour un système mitoyen pour accorder les faits astronomiques dont on avait alors une connaissance certaine, avec l'opinion de l'immobilité de la Terre. Vers ce temps-là, les navigateurs commencèrent à faire le tour de notre globe, et quelque temps après, on sut que le vent d'Orient soufflait continuellement entre les tropiques, dans l'un et dans l'autre hémisphère. Ce fut une preuve physique du sentiment qui fait tourner la Terre sur son centre d'Occident en Orient, dans 24 heures, en même temps qu'elle fait le tour du zodiaque dans un an. Quelques années après, les lunettes d'approche furent retrouvées. À l'aide de ce nouvel instrument, on fit des observations si concluantes sur les apparences de Vénus et des autres planètes, on trouva tant de ressemblances entre la Terre et d'autres planètes qui tournent en roulant sur leur centre autour du Soleil, que le monde est aujourd'hui comme convaincu de la vérité du système de Copernic. Il y a 60 ans, qu'aucun professeur de l'Université de Paris n'osait enseigner ce système. Presque tous l'enseignent aujourd'hui, du moins comme l'hypothèse qui peut seule bien expliquer les faits astronomiques dont nous avons une connaissance certaine. Dans les temps où ces vérités principales n'ont pas encore été mises en évidence, les savants, au lieu de partir de ce point-là pour aller faire de nouvelles découvertes, perdent le temps à se combattre l'un l'autre. Ils l'emploient à soutenir par des preuves que le raisonnement seul ne saurait fournir bonne et solide, l'opinion qu'ils ont prise par choix ou par hasard, et les sciences naturelles ne font presque aucun progrès. Mais dès que ces vérités ont été mises en évidence, elles nous conduisent comme par la main à une infinité d'autres connaissances. Les philosophes qui ont du sens emploient alors utilement leur temps à les perfectionner par l'expérience. Si nos prédécesseurs n'avaient point les connaissances que nous nous trouvons avoir, c'est donc que le fil qui nous guide dans le labyrinthe leur manquait. En vérité, le sens, la pénétration et l'étendue d'esprit que les anciens montrent dans leurs lois, dans leur histoire et même dans les questions de philosophie, ou par une faiblesse si naturelle à l'homme, qu'on y tombe encore tous les jours.
Ils n'ont pas donné leur rêverie pour les vérités dont ils ne pouvaient point avoir connaissance de leur temps, parce que le hasard qui nous les a révélées n'était pas encore arrivé. Tout cela dit, je nous oblige à penser que leur raison était capable de faire l'usage que nous avons fait des grandes vérités que l'expérience a manifestées depuis 2 siècles, pour ne point sortir de notre sujet. Les anciens n'ont-ils pas connu aussi bien que nous que cette supériorité de raison que nous appelons esprit philosophique devait présider à toutes les sciences et à tous les arts? N'ont-ils pas reconnu qu'elle y était un guide nécessaire? N'ont-ils pas dit en termes express que la philosophie était la mère des beaux-arts? C'est Cicéron qui parle à son frère. En effet, il ne t'échappe pas que celle que l'ensemble des savants considèrent comme la génitrice et pour ainsi dire la mère de tous les arts prestigieux, c'est celle que les Grecs nomment philosophie. Lettre à Atticus, Cicéron. Que ceux qui pourraient songer à me répondre avant que d'avoir pensé si j'ai tort, fassent attention et même réflexion sur ce passage. Un des défauts de nos critiques, c'est de raisonner avant que d'avoir réfléchi. Qu'ils se souviennent encore, ils paraissent l'avoir oublié, de ce que les anciens ont dit sur l'étude de la géométrie, qui apporte quelque instruction même à ceux qu'elle ne forme pas à son usage, et que Quintilien a fait un chapitre exprès sur l'utilité que les orateurs même pouvaient tirer de l'étude de cette science. N'y a-t-il pas en termes formels qu'une différence qui est entre la géométrie et les autres arts? C'est que les autres arts ne sont utiles qu'après qu'on les peut avoir appris, mais que l'étude seule de la géométrie est d'une grande utilité, parce que rien n'est plus propre à donner de l'ouverture, de l'étendue et de la force à l'esprit que la méthode des géomètres. Quant à la mathématique, on convient que par certaines parties, elle est utile à la tendre enfance. On accorde en effet qu'elle éveille l'esprit, qu'elle aiguise l'intelligence et qu'elle accélère les capacités d'assimilation, mais on estime qu'à la différence des autres sciences, elle n'est pas utile une fois qu'on l'a assimilée, mais au moment où on l'apprend. De bonne foi, conclure que notre raison soit d'une autre trempe que celle des anciens, assurer qu'elle est supérieure à la leur parce que nous sommes plus savants qu'eux dans les sciences naturelles, c'est inférer que nous ayons plus d'esprit qu'eux, de ce que nous savons guérir les fièvres intermittentes avec le quinquina, et de ce qu'ils ne pouvaient pas faire quand on sait que tout notre mérite dans cette cure vient d'avoir appris des Indiens du Pérou la vertu de l'écorce dont il s'agit, laquelle croît dans leur pays. Si nous sommes plus habiles que les anciens dans quelques sciences indépendantes des découvertes fortuites que le hasard et le temps font faire, notre supériorité sur eux dans ces sciences vient de la même cause qui fait que le fils doit mourir plus riche que son père, supposé qu'il ait eu la même conduite, et que la fortune leur ait été favorable également. Si les anciens n'avaient pas, pour ainsi dire, défriché la géométrie, il aurait fallu que les modernes, nés avec du génie pour cette science, employassent leur temps et leur talent à la défricher. Et comme ils ne seraient point partis d'un terme aussi avancé que le terme dont ils sont partis, ils n'auraient pas pu parvenir où ils sont pu s'élever. Le marquis de l'hôpital, Leibniz et Newton n'auraient point poussé la géométrie où ils l'ont poussée s'ils n'eussent pas trouvé cette science à un état de perfection qui lui venait d'avoir été cultivée successivement par un grand nombre d'hommes d'esprit dont les derniers venus avaient profité des lumières et des vues de leurs prédécesseurs. Archimède, venu dans le temps de Newton, aurait fait ce que Newton a fait comme Newton eût fait ce qu'a fait Archimède s'il fût venu dans le temps de la Seconde Guerre punique. On pourrait encore prétendre que les anciens eussent fait usage de l'algèbre dans les problèmes de géométrie s'ils avaient eu des chiffres aussi commodes pour les calculs nombreux que le sont les chiffres arabes, à l'aide desquels Alphonse X, roi de Castille, fit ses tables astronomiques dans le XIIIe siècle. Il est encore certain que c'est souvent à tort que nous accusons d'ignorance les philosophes anciens. La plus grande partie de leur connaissance s'est perdue avec les écrits qui leur renfermaient. Quand nous n'avons pas la 100e partie des livres des auteurs romains grecs et des auteurs romains, nous pouvons bien nous tromper en plaçant les bornes que nous marquons à leur progrès dans les sciences naturelles où nous plaçons ces bornes des auteurs grecs et des auteurs romains. Les critiques n'entendent souvent des accusations contre les anciens que par ignorance. Notre siècle, plus éclairé que les générations précédentes, n'a-t-il pas justifié Pline l'Ancien sur plusieurs reproches d'erreurs et de mensonges qu'on lui faisait il y a 150 ans? Mais, répliquera-t-on, il faut du moins tomber d'accord
que la logique, que l'art de penser est aujourd'hui une science plus parfaite que ne l'était la logique des anciens. Et il doit arriver par une conséquence nécessaire que les modernes qui ont appris cette logique et qui ont été formés par ces règles raisonnent sur toutes sortes de matières avec plus de justesse qu'eux. Je réponds en premier lieu, il n'est pas bien certain que l'art de penser soit une science plus parfaite aujourd'hui qu'il ne l'était au temps des anciens. La plupart des règles qu'on regarde comme nouvelles sont implicitement dans la logique d'Aristote, où l'on aperçoit la méthode d'invention et la méthode de doctrine. D'ailleurs, nous n'avons pas les explications de ces règles que les philosophes donnaient à leurs disciples, et nous y trouverions peut-être ce que nous flattons d'avoir inventé, comme il est arrivé à des philosophes célèbres de trouver dans des manuscrits une partie des découvertes qu'ils pensaient avoir faites les premiers. Quand même la logique serait un peu plus parfaite aujourd'hui qu'elle ne l'est autrefois. Les savants, généralement parlant, n'en raisonneraient guère mieux qu'ils raisonnaient dans ces temps-là. La justesse avec laquelle un homme pose des principes, tire des conséquences et chemine de conclusion en conclusion dépend plus du caractère de son esprit léger ou posé, téméraire ou circonspect, que de la logique qu'il peut avoir apprise. Il est insensible dans la pratique s'il a étudié la logique de Barbet ou celle de Port-Royal. La logique qu'il peut avoir apprise n'est peut-être pas, par rapport à sa façon de raisonner, ce qu'est le poids d'une once ôtée ou ajoutée à un quintal. Cette science sert plutôt à nous apprendre comment on raisonne naturellement, qu'elle n'influe dans la pratique qui, comme je l'ai déjà dit, dépend du caractère d'esprit particulier à chaque personne. Voyons-nous que ce soit ceux qui savent le mieux la logique, je dis celle de Port-Royal, et dont la profession est de l'enseigner aux autres, qui raisonnent le plus conséquemment et qui fassent le choix le plus judicieux des principes propres à servir de base à la conclusion dont ils ont besoin. Un jeune homme de 18 ans qui sait encore par cœur toutes les règles du syllogisme et de la méthode, raisonne-t-il avec autant de justesse qu'un homme de 40 ans qui ne les a jamais sus ou qui les a parfaitement oubliés? Après, le caractère naturel de l'esprit, c'est l'expérience, c'est l'étendue des lumières, c'est la connaissance des faits qui font qu'un homme raisonne mieux qu'un autre. Et les sciences où les modernes raisonnent mieux que les anciens sont précisément celles où les modernes savent beaucoup de choses que les anciens, nés avant les découvertes fortuites dont j'ai parlé, ne pouvaient pas savoir. En effet, et c'est ma seconde réponse à l'objection tirée de la perfection de l'art de penser, nous ne raisonnons pas mieux que les anciens en histoire, en politique et dans la morale civile. Pour parler des écrivains moins éloignés, Comines, Machiavel, Mariana, Fra Paolo, Monsieur de Thou, Davila et Guichardin, qui sont venus quand la logique n'était pas plus parfaite qu'elle était du temps des anciens, n'ont-ils pas écrit l'histoire aussi méthodiquement et aussi sensément que tous les historiens qui ont mis la main à la plume depuis 60 ans? Avons-nous un auteur que nous puissions opposer à Quintilien pour l'ordre et pour la solidité des raisonnements? Enfin, s'il était vrai que l'art de raisonner fût aujourd'hui plus parfait qu'il ne l'était dans l'Antiquité, nos philosophes seraient mieux d'accord entre eux que ne l'étaient les philosophes anciens. Il n'est plus permis aujourd'hui, dit-on, de poser des principes qui ne soient clairs et bien prouvés. Il n'est plus permis d'en tirer une conséquence qui n'en émane point clairement et distinctement. Une conséquence plus étendue que le principe dont on l'aurait tiré serait d'abord remarquée de tout le monde. On la traiterait de conclusion à l'antique. Un Chinois qui ne connaîtrait notre siècle que par cette peinture s'imaginerait que tous nos savants sont d'accord. La vérité est une, dirait-il, et l'on ne saurait plus s'en écarter. Toutes les voies par lesquelles on peut s'égarer en y allant sont fermées. Ces voies sont de mal poser les principes de son argument ou de tirer mal la conséquence de ses principes. Comment s'égarer? Ainsi, tous les savants, de quelque profession qu'ils soient, doivent se rencontrer au même but. Ils doivent tous convenir quelles sont les choses dont les hommes ne peuvent point connaître encore la vérité. Tous les savants doivent de même être d'accord dans les choses dont la vérité peut être connue. Cependant, on ne disputera jamais plus qu'on ne dispute aujourd'hui. Nos savants, ainsi que les philosophes anciens, ne sont d'accord que sur les faits, et ils se réfutent réciproquement sur tout ce qui ne peut être connu que par voie de raisonnement, en se traitant les uns les autres d'aveugles volontaires qui refusent de voir la lumière. S'ils ne disputent plus sur quelques thèses, c'est que les faits et l'expérience les ont forcés d'être d'accord sur ces points-là. Je comprends ici tant de professions différentes sous le nom de philosophie et de science que je n'ose les nommer toutes. Il faut bien que les uns ou les autres, quoique guidés par la même logique, se méprennent sur l'évidence de leurs principes, qu'ils les choisissent impropres à leur sujet, ou bien enfin qu'ils en tirent mal les conséquences.
Ceux qui vantent si fort les lumières que l'esprit philosophique a répandues sur notre siècle répondront peut-être qu'ils n'entendent pas notre siècle, qu'eux et leurs amis, et qu'il faut regarder comme des gens qui ne sont point philosophes, comme des anciens ceux qui ne sont pas encore de leurs sentiments en toutes choses. On peut appliquer à l'état présent de sciences naturelles le problème du temps qui découvre toujours, mais peu à peu, la vérité. Si nous voyons une plus grande portion de la vérité que les anciens, ce n'est donc pas que nous ayons la vue meilleure qu'eux, c'est que le temps nous en montre davantage. J'en conclus que les ouvrages, dont la réputation s'est bien soutenue contre les remarques des critiques passées, la conserveront toujours, nonobstant les remarques subtiles de tous les critiques à venir.